Gary, va me chercher les dossiers des 15 derniers projets écocides des humains, ça me remontera le moral. Gary, trouve-moi 300 publications de boomers sur Facebook, j'ai besoin d'inspiration. Oh, ce boulot, il commence vraiment à me casser les... Oh, excusez-moi, je vous avais pas vu. Oh, misère, va falloir que je retrie tous les commentaires par ordre alphabétique. Laisse-moi t'aider, c'est ma faute. Merci, c'est gentil. Mais t'es qui, en fait? T'as un peu l'air d'être ici. En effet, je suis l'assistant de la gardienne des Champs-Élysées. Je m'appelle Séraphin, mais tout le monde m'appelle Finfin. Ah, bah, enchanté, moi c'est Gary, le stagiaire du diable. Incroyable, ça fait de nous un peu des collègues en quelque sorte. Ouais, j'imagine. Et ça te plaît comme boulot? Pas vraiment, le boss est horrible, les horaires sont invivables, les conditions de travail atroces et la rémunération inexistante, alors ouais, y a mieux quoi. Bah pourquoi t'arrêtes pas de faire ça alors? Bah c'est pas si simple, j'ai besoin de ce boulot, il faut bien vivre. On est en enfer alors, non? Ah ouais. Bon, sur ce, j'ai rendez-vous avec Belphégor, je dois y aller. Au plaisir, Gary, c'était super. Ah ouais, au plaisir, ouais. J'en ai pas besoin en fait. Maljour à toutes et à tous, congrégation de cornichons pustuleux et malvenus dans cet épisode qui vous concerne, car on va parler d'un truc que vous aimez tous et toutes, je parle bien évidemment du travail. T'aimes travailler, n'est-ce pas, Jimmy? Non, pas vraiment, non. Eh ben t'es qu'une sale feignasse de merde, Jimmy, dégage de ma vidéo. Ok. C'était Jimmy, c'est un connard, personne ne l'aime et il mourra tout seul dans la rue. Donc, commençons par définir ce qu'est le travail. Et ça peut être plus compliqué que ce que l'on croit, car on n'a pas tous la même définition. Le travail est-il seulement l'ensemble des activités que tu t'acharnes à réaliser dans le cadre professionnel, ou est-ce plus compliqué que ça? Et si je me base sur la durée de cette vidéo, eh ben je pense que c'est un peu plus compliqué, sinon on aurait déjà terminé et j'aurais pu aller me coucher depuis 5 minutes. Ce qui est très fort vu que la vidéo ne fait même pas encore 5 minutes. Dégage, Jimmy! Ok. Souvent, quand on entend parler de travail, on entend parler d'emploi, d'accessibilité à l'emploi, de conditions d'emploi, de salaire, de retraite, tout ça, c'est des problématiques qui sont liées à l'emploi. On traite le travail comme quelque chose qui crée de la valeur économique. Mais est-ce qu'un étudiant qui prépare son concours, allant en cours de 8h à 18h avant de réviser toute la nuit chez lui, travaille? Est-ce qu'une femme ou un homme au foyer qui passe sa journée à entretenir la maison, à préparer le manger et à s'occuper des gosses travaille? Est-ce que quelqu'un qui crée une œuvre d'art ou rénove une maison sur son temps libre travaille? Est-ce qu'un bénévole qui aide des victimes d'une catastrophe ou de conflit travaille? Ici, on traiterait plutôt le travail en termes d'utilité sociale. Ok, t'as pas vraiment généré de PIB, mais au moins la vaisselle est propre, c'est déjà pas mal. Et cette notion-là du travail par l'utilité sociale est à double tranchant, car en effet, ça permet d'apprécier davantage les efforts indéniables produits dans ces différents cadres, mais ça permet également au travail d'envahir l'entièreté de vos existences. Regardez tous ces gens qui restent actifs et productifs, même hors de leurs heures d'emploi. Et ça c'est bien, ça c'est beau. Et toi Jimmy, tu fais quoi? Moi? Non, moi rien, je chill, moi. Dégage de ma vidéo, Jimmy. Ok. C'était Jimmy, il sent mauvais, et faites attention, je crois qu'il mange des enfants. C'est ce qu'on appelle le capitalisme intériorisé. C'est le fait de sentir, même quand t'es pas au travail, que tu dois être productif à tout prix, créer des trucs, apprendre des trucs, ne pas rester inactif et limite te sentir mal si tu l'es. Et je sais ce que vous êtes en train de vous dire. C'est toujours la faute du capitalisme avec toi positif, oui, mais cette fois-ci, il est intériorisé. Tu te sens mal quand tu veux te reposer? Prendre une pause, tu ne vas pas oser. C'est le capitalisme intériorisé. Faire plus d'heures même si c'est pas payé. Ne rien faire est culpabilisé. C'est le capitalisme intériorisé. C'est le capitalisme. Sous un autre prisme. Pas besoin de chef pour te foutre le seum. Tu le fais tout seul. Même quand tu rentres du travail. Faut pas trop te laisser aller. Si tu prends du temps, si tu bailles, tu seras jeté par la société. C'est le capitalisme intériorisé. Le capitalisme intériorisé. C'est toujours le capitalisme intériorisé.
Après, attention, ça veut pas forcément dire que t'es matrixé du cerveau par le capitalisme dès que tu produis un truc hors de tes heures du travail. Ça dépend si tu produis quelque chose car tu en as envie, que tu décides de quoi, quand et comment sans pression, ou si tu te sens obligé pour telle ou telle raison de toujours être actif et que tu te sens mal quand tu l'es pas. Le capitalisme intériorisé transforme ta vie en travail, un peu comme ces groupes WhatsApp avec tes patrons là, tu sais. Oh, qu'est-ce qu'ils sont sympas et marrants ces patrons là. Tu sais, je pensais peut-être changer de job. Ah ouais, grave, t'as raison, ça a l'air d'être de la merde ton boulot. Ouais, c'est clair. Ah, attends, j'ai un message sur WhatsApp. Ah bah c'est mon patron. Ah vas-y, dis-lui là, dis-lui. Attends, il a envoyé un mème. Oh, trop marrant, lol. Ah ouais, des bars, ouais. Ah, attends, il demande si je peux venir plus tôt au boulot demain matin. Oh, tu devrais dire oui, il est marrant quand même. Ouais, t'as raison. Le capitalisme intériorisé, c'est également penser que l'emploi est un trait de personnalité. Après tout, lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois, on a plus tendance à lui demander son métier que ses passions. Et enchanté, tu fais quoi dans la vie? Ah bah un boulot de merde, et toi? Pareil. On a tellement de choses en commun. On se pécho? Allez. Et tout ça, ça commence très tôt, dès l'école pour être exact. Beaucoup de rituels et de dispositifs du primaire ont pour but de préparer les gens au travail à l'usine. C'est pour ça que vous avez des sonneries, que vous devez vous lever et passer d'une classe à une autre. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ça se fait encore? Ce n'est pas comme si la grande majorité des élèves actuels étaient voués à travailler à l'usine. J'en conclus qu'on nous prépare à une vie qui n'aura pas beaucoup de sens. Ah, ces belles années à l'école, est-ce que ça vous rend pas un petit peu nostalgique? Alors Mélissa, tu as passé un bon week-end? Ben, après 8 heures de cours et une session de PS où je me suis fait humilier publiquement à cause de mon physique, j'ai pu rentrer chez moi faire mes devoirs de maths, de français, de géo et de SVT. Ensuite, j'ai pu réviser pour les contrôles de cette semaine avant d'aller aux activités extrascolaires auxquelles mes parents m'ont inscrite. Et puis, j'ai pu me réveiller à 6h du matin aujourd'hui pour arriver en cours à l'heure, vu que je dois venir dans ce collège qui est ultra loin depuis que l'ancien a fermé. Eh bien, tu m'as l'air de t'être bien amusé. Dis-moi, est-ce que tu sais ce que tu veux faire dans la vie, Mélissa? Être heureuse? Qu'elle est mignonne. Mais non, je te parle de ton futur métier, ce qui te définit en tant qu'être humain. Tu as beau avoir 12 ans, tu n'as pas intérêt à traîner, car sinon tu auras de mauvaises notes, et ton avenir sera merdique, car nous définissons la valeur des gens grâce à la compétition, même si ces gens sont des enfants. Et si j'ai pas envie et que je trouve que vous êtes un mauvais prof? Ça veut dire que tu remets en question l'autorité. Et on remet pas en question l'autorité, même quand elle est injuste. Tu sais comment on appelle les gens qui font ça, Mélissa? Non. Les islamo-bobo-écotéro-wokistes. Et tu n'as pas envie d'être un islamo-bobo-hétéro-wokiste. Ah d'accord. C'est bien. Sur ce retour en cours, il n'y a pas de chauffage dans la classe, alors une personne en plus pour réchauffer la pièce, ça fera pas de mal. Bref, on n'a toujours pas réussi à vraiment définir le travail. Alors on va s'inspirer des réflexions de la philosophe Céline Marty. La différence entre le travail et le reste de nos activités se trouve dans le fait que le travail, nous l'accomplissons sous la contrainte. Et attention, quand je dis contrainte, je dis pas forcément quelque chose de pénible. Je veux simplement dire que lorsque vous travaillez, vous faites quelque chose que vous n'auriez pas fait si on vous l'avait pas demandé. Vous faites ce graphique parce que votre patron ou votre entreprise a besoin de telles données à telle date. Vous vendez telle chose parce que le marché vous indique qu'il faut vendre telle chose. Vous dessinez ce personnage parce que quelqu'un vous a demandé ce dessin. Peut-être que dans tous les cas vous auriez dessiné quelque chose même si personne ne vous a rien demandé, mais vous auriez pas dessiné ce dessin-là en particulier. Le travail se définit donc par la subordination. Vous faites quelque chose que vous n'auriez pas fait spontanément pour quelqu'un d'autre. Et c'est parce que vous l'auriez pas fait spontanément qu'on vous paye pour le faire. Pourtant, vous faites vos vidéos un peu comme vous voulez et personne vous commande pour le faire. Ouais, Et vous êtes payé. ouais, et alors? Du coup, les vidéos là, c'est du travail ou pas? Non, ça pour moi c'est parti un peu dans l'autre sens. J'ai fait des vidéos spontanément, j'ai commencé à gagner de l'argent grâce à elles, et du coup maintenant, même si j'aime toujours le faire, ces vidéos, eh ben c'est devenu une sorte d'obligation si je veux continuer à recevoir de l'argent. Et même si personne me dit quoi faire à quel moment, il y a tout un tas de contraintes qui me forcent plus ou moins à produire régulièrement ou à parler de tels sujets. Donc la subordination existe, mais elle peut prendre d'autres formes. Et pourquoi je te réponds à toi? Il est où Gary? Le petit mec rouge là? Oh, je sais pas, je l'ai vu partir du bâtiment avec un autre petit bonhomme tout à l'heure. Ah bon? Ok. Ouais. Casse-toi, Jimmy. Ok, salut. C'était Jimmy, on sait pas trop ce qu'il fout là. Est-ce qu'il va rester en vrai? En vrai, j'en sais rien, on s'en fout, c'est pas grave. Et quand je parle de subordination, c'est comme quand je parle de contrainte. C'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Subordination ne veut pas forcément dire oppression. Par exemple, dans les sociétés anarchistes, comme je les ai décrits dans ma vidéo sur le sujet, il y avait bien des liens de subordination entre les travailleurs. Mais positif, je croyais que le principe des sociétés anarchistes, c'était d'abolir la hiérarchisation sociale. Oui, spectateur attentif, tu as raison, tiens, tu as droit à une récompense.
Mais tu m'as rien donné là. Je t'ai donné du respect, c'est déjà pas mal. Ah ouais, j'avoue. En effet, il n'y avait pas de hiérarchisation sociale. Par contre, il y avait bien de la subordination. Dans le sens où, par exemple, dans une usine, si t'as un gars qui sait gérer un atelier et un autre qui sait pas, et ben c'est celui qui sait gérer l'atelier qui va donner des directives à suivre à l'autre. Mais ce n'est pas parce qu'il lui donne des directives que son rang social est plus élevé. Ça ne lui donne pas la permission de l'exploiter, de mal le traiter, de mal le payer ou je ne sais quoi. Au final, ça reste deux êtres humains qui font leur boulot. Et si l'un guide l'autre dans ce qu'il doit faire, et ben il n'a pas pour autant à être son oppresseur. Même s'il faut avouer, eh ben c'est quand même plus marrant d'oppresser un peu les gens. Au final, le travail est un ensemble d'activités contraintes se déroulant dans un contexte de subordination rémunérée. Ce qui ne veut pas dire qu'il s'agit forcément d'exploitation. Tu peux kiffer ton boulot, être rémunéré correctement, dans des bonnes conditions de travail, mais ça n'enlève pas la subordination et les contraintes. Et donc le travail, à quoi que ça sert? Dans ce tableau inspiré par les œuvres de Jürgen Habermas, un théoricien allemand en philosophie et en sciences sociales, on dénote 3 dimensions qu'on pourrait attribuer au travail. C'est plein de mots compliqués, du coup je vais la faire plus simple. On peut ranger ces dimensions dans 2 concepts du travail. Le concept dit réduit du travail, qui est un point de vue très pragmatique et rationnel. Le travail, ça crée de la valeur et ça permet à la société de tourner, mais c'est tout. Alors que le concept étendu considère le travail non seulement comme ce qui permet de produire des trucs et de faire tourner la société, mais en plus, c'est ce qui permet de s'auto-réaliser en tant qu'être humain. Et oui, rien que ça. On a déjà 2 visions très différentes du travail, mais on peut approcher la question par un autre axe encore. Les 2 concepts s'accordent pour dire que le travail produit des trucs, mais même en étant d'accord là-dessus, on peut adopter une position productiviste ou anti-productiviste. Le productivisme étant le fait de considérer la production comme étant une fin en soi. On produit pour produire. Peu importe ce que l'on produit et comment, tant qu'il y a de la production ou de la croissance ou je sais pas quoi, on est content. C'est aussi le fait d'assimiler toute activité humaine à de la production, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, c'est considérer que le modèle de fonctionnement de notre société doit être déterminé par les activités marchandes. Ah bah tiens, mais c'est marrant de te croiser là. Oh, mais ça fait plaisir, ça va bien. Oh, tranquille, toi. On fait aller. Cool. Bah, excuse-moi, mais je dois y aller, hein. J'ai pas créé de PIB pendant qu'on discutait. Du coup, voilà, c'est chaud. Oh, pas de problème, je comprends. J'ai senti ma valeur en tant qu'être humain diminuer à force de discuter sans consommer ou produire des trucs. Ah. Bon bah, salut, hein. Ouais, à la prochaine. L'antiproductivisme, de son côté, serait donc plutôt considéré que non, tu n'as pas besoin de produire tout le temps des trucs, que nos relations ne doivent pas toutes être marchandes, et que produire des trucs juste pour produire des trucs, et ben c'est peut-être une mauvaise idée, peut-être même qu'on devrait produire un peu moins. Produire moins, quelle idée de merde. Si on produisait moins, et ben on consommerait moins, si on consommait moins, on travaillerait moins, et si on travaillait moins, on produirait moins, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à produire seulement des trucs dont on a réellement besoin, avec peut-être quelques extras pour se faire plaisir en plus, t'imagines, ce serait de la merde. Évidemment, si les humains produisaient moins, il leur faudrait revoir également toute leur façon de distribuer ce qu'ils produisent, car c'est surtout ça le problème. Ils produisent énormément de choses, de nourriture, de richesse, de je sais pas quoi, mais seulement une fraction de la population mondiale en profite réellement. Et donc, au-delà de produire moins, il faut également mieux distribuer les ressources et les richesses, sinon ça sert à rien, limite, ça met tout le monde dans la merde. Bref. Revenons à nos concepts étendus et réduits du travail. On pourrait penser que les défendeurs du concept étendu, c'est-à-dire ceux qui pensent que le travail est essentiel à l'autoréalisation, à l'épanouissement personnel de l'être humain, seraient seulement les gros libéraux, les patrons, qui veulent vous vendre une image bienveillante du travail pour vous faire encore plus bosser. Mais ce n'est pas le cas. Enfin, si c'est le cas, vos patrons veulent vous faire encore plus bosser, mais c'est pas ça que je veux dire. Non, quelqu'un d'autre qui défend cette idée de travail comme possibilité d'épanouissement, c'est Tonton Marx. La différence entre Marx et les libéraux, c'est que Marx ne glorifie pas le travail et n'en fait pas l'essence de l'humanité. Pour lui, contrairement aux libéraux, ce n'est pas le travail qui doit construire notre monde et notre façon de vivre en société, c'est notre façon de vivre en société qui doit déterminer comment on travaille. Ensuite, Marx adopte une posture anti-productiviste. Pour lui, la production économique n'est pas une fin en soi. Au contraire, c'est le développement humain qui doit faire évoluer le travail. Ainsi, le travailleur maîtrise et contrôle ses moyens de production et peut donc produire ce qu'il faut produire sans trop en faire, dans des bonnes conditions, ce qui lui permet d'avoir plus de temps libre. L'épanouissement du travailleur, sa richesse, se trouve donc dans ce qu'il apprend, les capacités qu'il développe au travail, mais également dans son temps libre qu'il gagne grâce à son travail et au travail des autres. La richesse ne serait donc pas l'accumulation monétaire et la consommation permise par le travail. On a développé une technique capable de produire des trucs beaucoup plus rapidement.
Super! Ça veut dire qu'on va pouvoir virer plein de gens et faire bosser plus ceux qui restent tout en les payant mal! Non, je déconne! Oh la bonne blague! Mais oui, on va pouvoir continuer à produire tout en laissant plus de temps libre aux employés! Oh, ils vont pouvoir faire plein de trucs pendant leur temps libre! Oui, ou alors ils pourront rien faire, c'est cool aussi! Et oui, grave! J'ai pas bien compris la blague. Ah ouais, moi non plus, non, ouais. Donc, pour Marx, le travail est non seulement essentiel, car il permet de produire des trucs pour survivre, il permet également de tisser des liens sociaux, que ce soit dans la même profession, et même entre toutes les professions du monde, car chacun profite du fruit du travail des autres, mais le travail est également une forme d'auto-expression, lorsque le travailleur peut y développer, je cite, le libre jeu de ses forces corporelles et intellectuelles. C'est-à-dire que grâce au travail, on peut se dépasser en tant que personne, mais en tant que société également. On développe des choses en étant le potentiel humain. C'est donc grâce au travail non productiviste et non aliénant qu'un individu et que la société peuvent se développer à l'intérieur et à l'extérieur du travail afin de profiter du temps qu'il reste sur cette terre. Et j'espère que vous profitez bien du temps qu'il vous reste sur cette terre, parce qu'après j'ai des trucs prévus pour vous et vous allez pas trop kiffer. Après Marx, c'est qu'une partie de la pensée de gauche sur le travail. Il y en a qui critiquent en disant qu'il n'y a pas besoin du travail pour s'épanouir, il y a d'autres réflexions, mais bon, c'est un peu la base, quoi. Tout ça pour dire que même si régulièrement on entend dire que le travail c'est une valeur de droite, et ben en réalité, c'est pas nécessairement le cas. La pensée marxiste, c'est que le travail c'est bien, mais que le travail non aliénant c'est mieux. Il ne faut pas produire pour produire, s'enrichir pour s'enrichir, travailler pour travailler. Bref, Marx c'est une grosse feignasse. Mais lorsqu'on entend d'autres personnalités politiques parler de travail, ça donne souvent un truc comme ça. Il faut les distinguer ceux-là, ceux qui aiment le travail, avec ceux qui n'aiment pas le travail. Et je crois qu'il y a aujourd'hui, mais tout le monde le constate, chez la NUPES et singulièrement à la France insoumise, des gens qui n'aiment pas le travail, qui n'aiment pas la valeur travail, qui veulent une société sans effort, sans travail. Et c'est bien beau tout ça, mais faire du travail une valeur morale, ça le dépolitise. Le travail, c'est pas une valeur morale, c'est un but en soi, c'est une fin en soi. Le travail, c'est pas un but en soi, c'est un moyen, bien sûr. Si le travail est une valeur morale, alors plus on travaillerait, mieux ça vaut. Par exemple, la générosité, c'est une valeur morale. Plus vous êtes généreux, mieux ça vaut. Et on n'est jamais trop généreux. Si le travail était une valeur morale, plus on travaillerait, mieux ça vaudrait. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui regrette le bon temps où on travaillait 72 heures au nom de la valeur travail? Le travail n'est pas une valeur morale. C'est ce que prouve le 1er mai, les vacances et le salaire. C'est-à-dire au fond 3 conquêtes syndicales. Le travail pris en lui-même ne vaut rien au sens des valeurs morales, c'est pourquoi on le paye. Il n'est pas une valeur morale, c'est pourquoi il a une valeur marchande. Il n'est pas un devoir, c'est pourquoi il a un prix. En effet, si le travail en soi c'est bien, alors peu importe dans quelles conditions tu travailles, pour produire quoi, pour qui, etc. C'est pour ça que les politiques de retour massif à l'emploi, eh ben c'est fâcheux, car le seul objectif, c'est l'emploi. Ok, il y a tant de nouveaux emplois créés chaque année, mais c'est quoi comme genre d'emploi? Je vous annonce que nous lançons un plan pour que tout le monde ait un emploi d'ici 5 ans. Un emploi viable et respectueux de l'être humain? Ouais, ce qu'il vient de dire le mec là, ouais. Et tout ça, c'est sans parler d'un phénomène grandissant, les bullshit jobs. En gros, ce que ça désigne, ce sont les millions et les millions d'emplois qui ne servent à rien, ou en tout cas, qui n'ont aucun sens. C'est une notion popularisée par l'anthropologue américain David Graeber. Il y a un cas très précis dans les années 70 de 2 grèves. C'était les employés des déchetteries qui se sont mis en grève à New York et les banquiers. Et en moins de 10 jours, la ville a vraiment accordé toutes les demandes des gens qui ramassaient les ordures parce que la ville était devenue invivable. D'un autre côté, les banquiers se sont dit « Oh, tous les commerces vont s'arrêter ». Non, les gens ont continué leur activité. Les gens ont improvisé un système et ça a fonctionné. En général, ça désigne les métiers du secteur tertiaire, les postes administratifs, le management, la comptabilité, mais également des postes tels que caissier ou certains postes d'industrie ou du bâtiment. L'attribut déterminant de ces bullshit jobs, c'est le manque de sens que trouvent les personnes qui exercent ces métiers dans leur profession. C'est le sentiment d'être parfois, voire toujours inutile. Ça peut être dû par exemple à une complexification à outrance des procédures administratives. Eh chef, j'ai fini le logo pour le client, vous pouvez le valider? Ok Anton, 2 secondes mon gars, je demande à mon chef à moi. Chef, vous en pensez quoi de ce logo?
Ok, attends, je demande au comité de direction. Chers membres du comité, je soumets ce logogramme numérique à votre jugement. Le comité va demander aux plus hautes instances leur approbation. Et qu'est-ce que je fous là, moi? Ô maître des ténèbres, nous vous invoquons aujourd'hui pour répondre à une humble requête. Nous en pensons quoi ce logo? C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Et c'est de la merde. Eh, mais il est où le graphiste? Le mec qui était là avant, bah son contrat il s'est terminé il y a 6 mois en fait. Ah, et ben en tout cas son logo c'est de la merde, refais-le. Ok. Ouais, c'est mieux comme ça? Bah attends, j'ai demandé à mon chef. La perte de sens peut aussi venir de ce que tu fais à ton travail, si c'est une tâche répétitive, sans reconnaissance, ou dont tu vois simplement pas l'intérêt. Bonjour monsieur, alors comme ça vous travaillez dans le dessin animé? Ouais. Impressionnant, pouvez-vous nous décrire votre parcours? Eh bien, j'ai fait 1 an de mise à niveau et 3 ans d'études dans une école publique pour apprendre à dessiner correctement. Ensuite, j'ai étudié pendant 5 ans dans une école privée à 9000 € l'année pour apprendre à animer et réaliser des films. J'ai fait des multiples stages en stop motion, en storyboard et dans diverses techniques expérimentales et traditionnelles avant de trouver l'emploi que j'ai aujourd'hui. Fantastique, et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Eh bien, en ce moment, j'appuie sur un bouton pour animer les fesses de Tutu lorsqu'il fait des blagues de prout pour la 5e série remake 3D des blagues à Tutu. Ah, c'est ce qu'on peut appeler un métier passion, n'est-ce pas? Oui, on peut dire ça comme ça, j'imagine. Dans tous les cas, cela crée une souffrance psychologique chez les travailleurs, pouvant aller jusqu'au burn-out ou au bore-out. Le bore-out étant la souffrance que tu subis lorsque tu te fais vraiment, mais vraiment trop chier dans ton travail. Oui, parce que pour ces petits travailleurs-là, il faut que leur boulot il soit pas trop stimulant, sinon ils font un burn-out, mais si c'est pas assez stimulant, ils font un bore-out. Ils veulent quoi en plus, s'emballer un Mars tant qu'on y est? Au pire, s'ils sont pas contents, je suis sûr qu'il y a plein de gens en chômage qui sont prêts à prendre leur job de merde s'ils en veulent pas, vu à quel point on humilie les chômeurs 24 heures sur 24. En tout cas, si la notion de burn-out ou de bullshit job vous intéresse, je vous conseille le documentaire Le Monde Fabuleux de l'entreprise. Au départ, c'était physique. J'étais totalement épuisé, comme je ne l'avais jamais été. C'était une fatigue intense, si intense que j'arrivais à peine à sortir du lit. J'en étais physiquement incapable. J'étais perfectionniste car je voulais réussir dans la vie, valoir quelque chose. Toute médiocrité était exclue. J'étais en burn-out, et là je comprends que la boussole qui m'a toujours guidé jusque-là est défectueuse. Sinon je n'en serais pas arrivé là. Tu as l'impression d'être un raté. Tu fais partie de ces gens qui sont passés à travers les mailles du filet et qui ont sombré dans les abysses du burn-out. Et c'est entièrement de ta faute. C'est toi qui n'as pas su gérer, et maintenant tu es un fardeau pour la société, pour ton employeur. Et donc, faire du travail une valeur morale, c'est également ce qui permet de cracher à la gueule de ceux qui ne peuvent pas travailler comme on le veut, quand on le veut. Ça permet d'ostraciser la partie la plus précaire de la population en les attaquant sur le plan moral et non plus sur le plan politique. T'as vu, Jimmy, tu fous rien, t'es nul moralement. Ben, ça devrait vous plaire du coup, non? Vous êtes le diable. Ah ouais, merde. Mais j'aime pas les pauvres, du coup ça compte pas. Non, ok. Va-t'en, Jimmy. Allez, à plus. C'était Jimmy, en fait, moi je l'aime bien. C'est un petit con, il sert à rien, mais il est un petit peu mignon. Donc faire du travail une valeur morale, c'est quelque chose qui avantage plus les patrons que les travailleurs, car ça transforme toutes les critiques qu'on peut avoir sur le monde du travail en critiques immorales. Mais arrêtons de parler de la valeur morale du travail, qui est plutôt controversée, et contentons-nous de parler de la valeur marchande. Là on pourra peut-être plus se mettre d'accord, puisque tout le monde s'entend pour dire que le travail, ça produit des trucs, et qu'en contrepartie du travail, la personne produisant ces trucs doit toucher une compensation pour son temps et ses efforts. Ces personnes au gouvernement, ou ces grands patrons qui mettent le travail sur un piédestal devraient donc logiquement être tous d'accord pour dire que cette valeur travail essentielle à leurs yeux doit être récompensée à son juste titre. Et pourtant, comme on l'a vu tout à l'heure, il existe des travailleurs
pauvres. Il y en a même de plus en plus chaque année, en partie à cause de l'inflation, comme on l'a vu dans ma vidéo sur le sujet, mais surtout à cause de la manière avec laquelle est organisé le travail. Et ce qu'on remarque, c'est que paradoxalement, dans cette société qui brandit le travail comme valeur morale et comme clé de voûte de notre civilisation, eh ben le travail, c'est ce qui rapporte le moins. En effet, comme démontré dans la vidéo À quoi servent les riches, les personnes qui gagnent le mieux leur vie sur cette planète, c'est ceux qui travaillent pas. Et je parle pas des pauvres types au RSA, je parle bien sûr des actionnaires, des PDG, des grandes fortunes, etc. Car il a été démontré que plus tu montes dans les grandes richesses, moins l'argent que ces gens touchent vient du travail. Cet argent vient des capitaux qu'ils possédaient déjà. C'est des investissements, des loyers, des actions, donc de l'argent du travail des autres. Et c'est ça qui est beau quand même. Le travail gagne donc en valeur lorsque c'est le travail de quelqu'un d'autre. Les Français n'aiment pas le travail. Mais moi, j'aime le travail des Français. Sans parler des fraudes et autres optimisations fiscales gigantesques qui permet aux grandes fortunes de se faire des milliards sur le dos des États et des travailleurs. Allez voir ma vidéo sur les Pandora Papers si ça vous intéresse. Et oui, je sais, je renvoie vers plein de mes vidéos, mais bon, tout est lié au bout d'un moment. On se rend donc compte que toute la conception du travail dans notre société est totalement pétée, je dirais même qu'elle éclataxe au sol en grand 8 sa maman. Puisque non seulement on la porte en valeur morale alors que c'en est pas une, mais en plus, sa valeur marchande est niquée, puisque ce ne sont pas ceux qui travaillent qui en bénéficient. Donc, dans notre société actuelle, pourquoi travailler ? Première raison, car si tu travailles pas, t'es moralement répréhensible, comme on a vu. Bonjour monsieur le riche, bonjour monsieur le pauvre, dites-moi, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Oh bah moi j'ai fait plein de trucs, mais je suis surtout au chômage en ce moment. Et moi, je suis ingénieur dans une entreprise qui construit des bombes et des armes qu'on vend à des pays peu développés pour qu'ils puissent tuer des gens dans d'autres pays peu développés. Et vous avez pas honte ? Oh bah non, pas trop, non. Non, je parlais pas à vous là, je parlais aux parasites de merde à côté de vous là. Oh, j'ai eu peur. Seconde raison, eh ben parce que si tu travailles pas, eh ben tu meurs de faim. Et répondez le pauvre quand je vous parle là. Ah, bah, je crois qu'il est décédé en fait. Ah bon bah c'est pas grave, on en a plein d'autres. Alors comment qu'on fait pour changer tout ça ? Eh ben, changez rien, c'est super comme ça. Surtout, ne questionnez pas la place qu'a le travail dans votre vie. Ne réfléchissez pas si on a toujours besoin de produire toujours plus de trucs. N'essayez pas de décider collectivement quoi faire avec les richesses produites par votre travail au lieu de les mettre dans les mains d'investisseurs et autres spéculateurs véreux. Ne remettez pas en question votre hiérarchie. Ne demandez pas s'il n'est pas possible d'organiser démocratiquement le travail. Surtout, ne pensez pas au fait que s'il existe des possibilités pour les personnes de quitter ou de ne pas accepter des emplois de merde, et ben peut-être que ces emplois de merde finiront par disparaître. Et ce qui est bien avec le capitalisme intériorisé, comme on le disait tout à l'heure, c'est le capitalisme intériorisé. Ça suffit! C'est que ça rend difficile d'imaginer un autre monde. Il y a une vision théologique du travail. Si on ne travaille pas plus dur que ce que l'on aimerait travailler à un travail que l'on n'aime pas, ça veut dire qu'on n'est pas une bonne personne, on n'est pas un vrai adulte, on ne mérite pas l'amour de votre communauté, de sa communauté. Et je pense que ça souligne beaucoup de nos pensées en politique. La seule chose que la gauche et la droite s'accordent, c'est que un job, plus d'emplois, c'est toujours bien. Ben non, pourquoi est-ce que ça serait bien ? Parce que quand vous en avez un, c'est facile à dire, mais quand vous n'en avez pas, vous aimeriez en avoir un, même s'il n'est pas totalement utile. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut produire, est-ce qu'il y a suffisamment de jobs utiles pour tout le monde aujourd'hui ? Si vous réduisez le temps de travail 15 heures par semaine, il y en aurait pour tout le monde. Et une des choses intéressantes, c'est que d'un côté, on nous dit que le capitalisme du marché est un système extrêmement efficace, et de l'autre côté, on nous dit mais non, ça serait totalement impossible de redistribuer le travail nécessaire de telle façon que chaque personne en fasse un petit peu et qu'il y aurait suffisamment à donner à manger pour tout le monde. Mais non, moi ce qui me frappe, c'est qu'on a un service totalement inefficace. On peut même pas imaginer de le faire ça. Aujourd'hui, tout le monde est plus ou moins né pendant le capitalisme. Et même si en soi c'est un système relativement jeune, on a l'impression que c'est la seule organisation possible, parce que c'est juste la seule qu'on a connue. La force du capitalisme, ce n'est pas de dire « Je suis le meilleur système du monde ». Non, sa force, c'est de dire... C'est vrai que j'ai des problèmes, j'ai des inégalités, des écocides, on est dans la merde jusqu'au cou. Mais ce serait encore pire si j'étais pas là. Je ne suis pas le meilleur système du monde. Je suis le système le moins pire du monde.
Et comme pour la valeur travail, dire ce genre de choses, ça dépolitise le capitalisme. Car le capitalisme est un choix politique, mais le présenter seulement comme le système par défaut, ça donne l'impression que toutes les alternatives sont des alternatives idéologiques, donc mauvaises, alors que le capitalisme n'a rien de neutre et également totalement idéologique. Comme le dit Slavoj Zizek, nous avons atteint un point d'extrême ironie dans la manière dont l'idéologie fonctionne aujourd'hui. Elle apparaît comme son propre opposé. L'idéologie dominante aujourd'hui n'est pas une vision utopique du futur, mais une résignation cynique, une acceptation de comment marche le monde, accompagnée par un avertissement comme quoi, si on veut trop le changer, il n'en résultera que le totalitarisme. On en a déjà parlé, mais cette façon de voir le monde en c'est comme ça et puis c'est tout, c'est la nature humaine ou je sais pas quoi, ça empêche de penser à des alternatives ou ça permet seulement de penser à des alternatives qui s'éloignent pas trop du système actuel. Je vous parlerai d'alternatives dans d'autres vidéos, j'en ai déjà quelques-unes qui en évoquent. Et lorsque le système actuel est naturel ou le mode par défaut, alors lorsqu'il ne fonctionne pas ou qu'il y a des problèmes, ça ne peut pas venir du système, c'est forcément un problème extérieur. Salut, c'est moi, le bouc émissaire. Tu peux rejeter tous les problèmes de la société sur moi sans jamais te demander si justement le problème, c'est pas la société en elle-même. Je peux être un arabe, un communiste, une féministe et plein d'autres minorités sur lesquelles rejeter la faute d'un système défaillant. La vie est tellement plus simple avec un bouc émissaire. Bref, que ce soit le capitalisme, la façon d'organiser le travail, ou ta coiffure, tout ça ce sont des choix que peu de personnes ont pris pour tous les autres. Et je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire qu'ils ont fait de très bons choix et qu'il n'y a aucune raison de remettre en question quoi que ce soit. À part ta coiffure, elle est dégueulasse. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode sur le travail, en espérant vous revoir bientôt sous de plus mauvais augure. Et n'oubliez pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions. I catch myself out thinking of you, and when you're next around, you are uninvited, but now you're here. Could you stay? 'Cause I need you around. You broke inside my mind, and you wrote your name on all the walls inside. Au fait, il est passé où Gary? Jimmy, il est où Gary? Ouais, c'est vrai, je lui ai dit au moins 5 fois de se barrer à Jimmy. Et Fanny, tu sais où il est Jimmy? Mais ils sont où tous, putain? Fanny et Jimmy font un barbecue. Fanny peut pas manger, mais c'est quand même plutôt sympa.